bien, merci. Merci à vous d'être là. Merci Swiss Marketing Vaud de nous permettre, à Chaban et à moi-même, d'être présents ce soir en face de vous. L'été est fini. Vous avez remarqué aujourd'hui l'été est fini. Alors, j'espère que vous avez passé un bon été. On est tous bronzés, on est tous contents de revenir. On est donc là pour prendre de l'information. Donc on va, avec Chaban, dans la petite heure qui vient, vous apporter un maximum d'informations sur... Oula, ça avance vite. Alors attendez, parce que là, moi, c'est la première fois que j'utilise ce truc-là. Voilà. Un maximum d'informations sur le Bitcoin. OK. Alors, derrière le Bitcoin, ce qui sera intéressant de voir, c'est les mécanismes en fait, qui fonctionnent et qui vont transformer fondamentalement certains pans de l'économie. Peut-être avant de démarrer, je voudrais quand même me présenter, parce que c'est quand même la moindre des choses. Donc, je suis Étienne Sauze. Je suis ingénieur de formation en électronique. J'ai fait toute ma carrière dans les fonctions commerciales, dans différentes entreprises, principalement dans l'IT et les télécoms, dont 14 ans chez Cisco. Je sais qu'il y a des gens de chez Cisco que j'ai croisés tout à l'heure. Chez Cisco, j'ai eu différentes vies, locales, nationales et surtout internationales, où j'ai eu la chance, que c'était vraiment une chance, de pouvoir aller dans les marchés émergents, donc développer les marchés émergents sur des technologies émergentes, donc doublement gratifiant. Donc ça m'a donné en fait la force, quand je suis revenu en 2013, de me dire que je pouvais désormais voler de mes propres ailes et puis mettre mes compétences et mes passions, mon énergie au service des entreprises. Donc c'est le rôle de mon entreprise qui s'appelle Start and Dev. Le rôle est de booster le business des sociétés existantes. Comment? Eh bien, tout simplement les aidant à définir des nouvelles opportunités, principalement sur la base d'outils et de méthodes sur de business modeling, à réfléchir sur quel est leur business model actuel et quel pourrait être le business model qu'elles pourraient avoir demain de manière à conserver leur position sur le marché et évoluer dans un monde en forte mutation, c'est le thème du jour, forte mutation sous l'effet de la disruption digitale. Donc voilà, c'est le rôle de mon entreprise. Je vais laisser quand même 2 minutes le temps à Chaban de se présenter à vous avant que je poursuive. Donc bonjour, Chaban Chamé, je suis le fondateur de la société Everdreamsoft à Genève. On est actif dans les applications mobiles, principalement dans le jeu sur téléphone mobile. On a commencé il y a 6 ans, au début du marché mobile, au début de l'App Store. Et on a toujours travaillé dans l'innovation. Donc pour pouvoir être compétitif, pour pouvoir faire quelque chose principalement en Suisse, avec des coûts hauts, il faut innover. Donc au départ, on était focalisé sur le mobile qui était émergent. Aujourd'hui, c'est un marché à maturité. Et l'innovation aujourd'hui se trouve dans les crypto-monnaies, dans la technologie blockchain dont on va parler tout à l'heure. Et j'aurai l'occasion de vous présenter un peu ce qu'on fait avec ce terreau fertile. Merci Chaban. Donc, démarrons ensemble, explorons un petit peu ensemble l'évolution du marché et ce qu'est la disruption. Voilà, la disruption. Alors, quel va être l'agenda? Donc, l'introduction de disruption digitale. Donc, on va regarder ensemble quels sont... on va mettre les choses en perspective, parce qu'avant de se lancer dans le Bitcoin, ou en tout cas les mécanismes technologiques, c'est-à-dire le blockchain qui sont liés aux crypto-monnaies, il est intéressant, avant cela, de se repositionner dans le contexte. Donc, ce sera le but de l'introduction. Ensuite, Chaban vous expliquera plus en détail quels sont les mécanismes proprement dit des crypto-monnaies, les mécanismes donc, qui permettent la création des crypto-monnaies. On verra ensemble après quel est l'impact et le potentiel de ces mécanismes au travers de quelques exemples. Et pour finir, on fera un petit peu de philosophie pour finir, parce que c'est toujours important finalement de conclure sur quelques notes philosophiques personnelles. Voilà, donc commençons sans plus tarder. Donc au niveau introduction, alors historique, contexte et perspective. Alors, d'où venons-nous? Donc, voilà que Internet a aujourd'hui 20 ans, un peu plus de 20 ans. Donc, c'est un jeune homme. J'ai eu la chance, comme je le disais, j'ai travaillé donc, chez Cisco,
J'ai eu la chance de participer au développement de la mise en place de ce réseau au niveau international. Et à l'époque, je me souviens très bien dans les années 90, deuxième moitié des années 90, je peux vous dire que ce n'était pas gagné d'avance que Internet devienne ce qu'il est devenu. Quand j'expliquais aux entreprises à l'époque, qui étaient des potentiels clients de mon employeur, que Internet allait fondamentalement changer la façon de travailler, d'apprendre, de vivre, de consommer et de s'informer, on m'expliquait que c'était un épiphénomène de geeks par et pour des geeks. Je vous assure, souvenez-vous de ce que vous pensiez d'Internet en 96 ou 97. 90% des gens qui sont dans la salle pensent exactement ce que je viens de dire, que c'était un phénomène de geeks par et pour des geeks. Donc on voit aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas, que ça a fondamentalement transformé la façon de vivre et que tout ceci en fait est dans une phase d'évolution. Donc, une fois que le réseau est en place, Internet est mis en place, ce qu'on voit depuis 5 ans, en fait, c'est une convergence des technologies. D'accord ? Donc, quelles sont ces technologies qui convergent ? En fait, il y a 6 grandes familles de technologies. Donc, qui sont d'abord les nanotechnologies, ensuite les biotechnologies, bien sûr les technologies de l'information, mais également le cognitivisme, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et l'impression 3D. Donc, il y a ici 6 pôles technologiques qui ont tendance à converger les uns vers les autres. Le moteur ou l'essence qui permet cette convergence de ces 6 pôles technologiques, c'est en fait les algorithmes. Il faut savoir que le langage de demain, c'est pas ni l'anglais, ni le français ou quoi que ce soit, c'est ni le C++ ou je ne sais trop quoi, c'est les mathématiques. D'accord ? Les mathématiques qui fournissent, qui sont le moteur en fait de la convergence des technologies. On parle aujourd'hui d'Internet of Everything. Okay ? Donc Internet of Everything, c'est quoi ? C'est Internet of Things, bien sûr, IoT dont on parle tant. Il y a ici des gens de Cisco, donc ils savent très bien de quoi je parle. Donc Internet of Things, c'est une chose, mais Internet of Everything va au-delà en fait. Au-delà, on va quoi ? C'est les gens, les process, les choses et les données. D'accord ? Donc il y a un Internet de tout en fait. Internet of Everything qui va conduire et qui conduit vers une disruption. D'accord ? On va voir quelle est cette disruption ensemble. Donc c'est une disruption en fait sur les business models. Il y a aujourd'hui, avec cette convergence, comme je viens de l'expliquer, des pôles technologiques et le moteur que sont les algorithmes, la possibilité d'avoir, où il y a des disruptions naturelles avec 3 nouvelles sources de valeur. 3 nouvelles sources de valeur pour créer des nouveaux business models digitaux qui sont très disruptifs pour les incumbents. Les incumbents, c'est pour les entreprises historiques, pour les entreprises installées sur leur marché depuis longtemps. Il faut quand même signaler que toutes les entreprises, depuis 5 ans, tout ce qu'on voit, d'accord, utilisent toutes une ou plusieurs de ces nouvelles sources de business model, d'accord, ces nouvelles sources de valeur pour créer leur business model. Je pense à Airbnb, Uber, Blablacar, KissKissBankBank, etc. Des listes, qui utilisent la valeur du coût, c'est-à-dire le prix transparent, la consommation avec pay per use, okay, pay as you go. Donc vous ne payez que ce que vous utilisez. D'accord ? Donc c'est la valeur du coût. Ensuite, l'expérience. L'expérience utilisateur, on veut soit de l'automatisation, soit de la personnalisation. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on veut utiliser n'importe quel type d'outil, n'importe quand. D'accord ? Donc le UX, User Experience, c'est une des valeurs, une nouvelle source de valeur pour les business models. Et une très grande source de valeur, ce sont les plateformes. Les plateformes sont aujourd'hui, tout ce que je vous ai cité avant comme exemple, ce ne sont que des plateformes qui rentrent en disruption complète en utilisant toutes les mécaniques et technologiques possibles et inimaginables, rentrent en disruption complète avec les business models existants. D'accord ? Donc ici, il est très important de comprendre ces mécanismes de transformation, cette mutation économique, parce qu'elle va bien sûr en disruption sur les incumbents, sur les modèles établis, sur les entreprises existantes. Et personne, je dirais, n'est à l'abri, entre guillemets, à l'abri. C'est-à-dire personne ne peut dire « non, mais moi, ça ne me touchera pas ». Pourquoi ? Parce qu'il y a en fait une espèce de vortex digital, d'accord, qui est en route.
Donc le vortex, je peux vous faire de la physique ici, je pense qu'il y a des gens qui sont des ingénieurs polytechniciens, je ne vais pas leur faire un cours de physique, mais le vortex, en fait, pour faire simple, donc plus on s'approche du centre, plus on s'accélère. Donc il y a des pans de l'économie qui sont à l'extérieur du vortex, qui seront sans doute moins disruptés par les évolutions de la transformation digitale. Mais plus on s'approche du cœur, et plus on va être disrupté, plus on va devoir adopter la transformation digitale au sein de son modèle. Je pense par exemple à tout ce qui est service. Tous les services, on le voit aujourd'hui, toutes les plateformes dont je vous parle avant, ce ne sont que des services. Donc tous les services vont être grandement disruptés, quels qu'ils soient les services. Ils vont être grandement disruptés par des plateformes. Toutes les technologies, naturellement, vont entrer en disruption. Le retail, les services financiers, l'entertainment, le gaming, comme on le voit. Et bien sûr, plus on s'éloigne du cœur du vortex, moins on aura d'impact. Moins la disruption digitale aura de l'impact. Je pense par exemple si vous êtes oil and gas, donc du pétrole, vous allez votre business model, le cœur du business model ne sera que peu impacté par la disruption digitale. Bien sûr, ce qui va en connexe, la communication, etc., le sera, mais le cœur de votre métier va continuer à être extraire du pétrole sur des plateformes. Ça va continuer. Par contre, plus vous approchez du cœur du vortex, plus le cœur de votre business model va devoir s'adapter, changer, évoluer et muter. Si vous ne mettez pas en situation de disruption, le marché va le disrupter pour vous. Je vous prends un exemple simple. Les taxis, par exemple, ce n'est pas le fait de posséder une licence qui aujourd'hui vous protège. Voilà. Donc, ce n'est pas le marché établi et votre clientèle existante qui vous protège. Parce qu'un jour, c'est votre clientèle qui va vous disrupter vous-même. C'est souvent le marché qui change l'industrie. Dans la transformation digitale, c'est les habitudes de communication, de consommation du marché qui changent le fonctionnement des entreprises et qui changent l'approche marché de l'entreprise. C'est souvent, et d'ailleurs c'est souvent comme ça que ça doit être considéré, c'est marché vers industrie et non pas industrie vers marché. Donc c'est souvent le marché qui va vous dicter la conduite à tenir. Donc tout ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est ici, il y a des gens d'ailleurs chez Cisco qui sont là. Donc il y a l'IMD avec Cisco qui a créé en 2015 le Global Center for Digital Business Transformation. Et qui a fait, je vous conseille d'aller lire sur le web, tout ça est public, d'aller lire, c'est un PDF d'une dizaine de pages qui résume leurs travaux, et c'est extrêmement intéressant, c'est une source d'information très très intéressante. Alors, pas de souci, c'est comme pour l'énergie, comme en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci à avoir, il faut juste accepter et se poser les bonnes questions pour voir quels pourraient être les axes de transformation, ou en tout cas d'évolution. Donc, la transformation digitale pour une entreprise, c'est d'abord et avant tout un processus continu d'innovation. Et je répète, un processus continu d'innovation. Ce n'est pas un projet, c'est un mindset. Un processus donc continu qu'on doit mettre au sein de l'entreprise. Qui consiste en quoi? Qui consiste pour l'entreprise à intégrer à son business model, donc je parle bien de business model, l'ensemble des moyens technologiques qui vont conduire à l'évolution de son modèle opérationnel. Alors pourquoi faire cela? Pour les raisons simples, c'est maintenir la position de l'entreprise sur son marché, de manière importante, créer un avantage concurrentiel, et puis finalement des gains de productivité et de coûts, donc une efficacité dans les processus. Il est important, il y a des outils pour ça, il est important que les entreprises, quel que soit leur domaine, se posent des questions sur quel est mon business model aujourd'hui. Il existe des outils très simples qui ont été inventés même ici à Lausanne, à HEC. Je pense que vous connaissez Yves Pigneur pour la plupart, Alex Osterwalder, donc le modèle Canvas. Eh bien, je vous incite à l'utiliser, à faire appel à des externes, parce qu'il faut avoir un regard out of the box pour avoir une vision challenging sur son modèle d'affaires existant. D'abord, son modèle d'affaires existant, le comprendre tel qu'il est, le définir, et ensuite se dire, OK, par rapport à mon modèle existant, par rapport à mon marché, comment est-ce que je peux faire évoluer mon modèle pour aller adopter les meilleurs moyens qui me permettent de passer le cap des mutations économiques en cours. Parce que si vous ne le faites pas, le danger, c'est qu'il y a une boîte de 50 personnes. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, la firme du 21e siècle, elle fait plus de 100 000 personnes et elle ne refait pas le monde à 100 000 personnes. La firme du 21e siècle, c'est 50 personnes qui travaillent en réseau et qui rentrent en disruption avec des plateformes, principalement en utilisant les modèles que j'ai expliqués avant. Donc, pensez bien à toutes ces plateformes, c'est elles qui refont le monde aujourd'hui. Pensez bien à ça. Donc,
Le danger d'être attentiste et d'attendre en fait que le marché fasse pour vous peut-être des inventions ou des innovations à votre place, d'un point de vue business. Le seul risque, c'est qu'il y ait un challenger qui débarque en dehors de votre marché, qui vient sur votre marché en totale disruption, sans que vous ayez eu le temps de le voir. Donc le conseil, c'est mieux vaut prévenir que guérir. C'est toujours moins douloureux. La monnaie, les mécanismes de la monnaie, de la devise, n'échappent pas à cette transformation digitale. D'accord ? Donc, la devise, la monnaie, le paiement, le transfert de propriété sont également en disruption. D'accord ? Rentrent en disruption. Comme je le disais avant, les services financiers sont proches du cœur du vortex. Hein. Pas autant que les services et les technologies, mais pas loin. Internet a été l'autoroute de l'information. Le blockchain, on va voir après, on va développer ce que c'est que le blockchain. Donc, c'est les mécanismes qui permettent de créer les crypto-monnaies. Tous ces mécanismes-là, le blockchain, sont les autoroutes du transfert de propriété. Donc, on verra après comment est-ce que ce blockchain entre en disruption sur des modèles établis et comment est-ce qu'on peut les utiliser à autre chose que de la monnaie pour aller bien au-delà de la monnaie. Et on verra après ensemble quelques exemples. Lorsque Chabal vous aura expliqué en détail, techniquement, comment est-ce que fonctionne le Bitcoin. Parfait, merci, merci Étienne. Si jamais, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à télécharger ce qu'on appelle un wallet Bitcoin sur vos smartphones. Donc c'est un porte-monnaie Bitcoin. Je vais faire une petite démo après ma petite introduction. Si vous le faites, vous pouvez tweeter avec le hashtag SMVDconf. C'est ça, hein, SMVDconf, et puis vous pouvez tweeter votre adresse, qui est comme votre adresse IBAN, l'adresse pour recevoir, et on fera une transaction en direct si quelqu'un l'a transmise sur le fil. Donc, alors c'est un wallet Bitcoin, donc en cherchant wallet Bitcoin, on en trouve plein de différents. Sur Android, on a Mycelium qui est bien, et sur iOS, Bread Wallet, généralement, que j'utilise. Les échanges et la propriété. Donc, si on revient un petit peu dans l'histoire, à l'époque de la préhistoire, avant l'invention de l'écriture, les gens habitaient dans des petits villages ou en petits groupes, on va dire, entre 12 et 16 personnes. Comment était réglée la propriété à cette époque? C'était très simple. Donc, si j'avais un champ et que je voulais céder ce champ, j'allais sur la place du village, donc les 12 personnes, j'annonçais à tout le monde, voilà, je cède mon champ à Pierre. Ces personnes-là vont intérioriser ça, vont le comprendre, vont le savoir, et ça va être le référent pour savoir, ça va être les référents pour savoir à qui appartient le champ. Donc tout le monde connaissait les propriétés de tout le monde. Par la suite, l'écriture a été inventée. On a pu vivre dans des villes un petit peu plus grandes. Donc, comment était réglée la propriété à ce moment-là? On écrivait dans un livre, chez un notaire ou quelqu'un qui faisait l'inventaire, les propriétés. Donc, si je possédais un champ, une maison, on pouvait l'inscrire dans ce livre. Donc, ce livre pouvait contenir beaucoup plus d'informations, donc on pouvait vivre en groupe plus étendu. Si on va un petit peu plus loin, après, l'invention du billet de banque. Donc le billet de banque, à la base, c'était une garantie de dépôt. Donc j'avais des biens, j'avais de l'or, j'allais le déposer dans une banque, la banque émettait un certificat de dépôt. Au début, il était nominatif, donc je devais retourner à la banque avec mon certificat pour récupérer mon or. Et après, on s'est rendu compte que ça pourrait être pratique s'il était non nominatif et s'il était au porteur. Donc, je peux transférer à quelqu'un d'autre une partie de mon or, une partie de mon dépôt. La banque étant garante du livre des comptes, de savoir combien de réserves elle a dans ses coffres. Aujourd'hui, si on veut transférer de l'argent à l'autre bout du monde, comme Internet nous le permet,
on doit passer par la garantie d'un tiers. Donc, typiquement, la carte de crédit. Donc, si j'achète un film, le droit de regarder un film à une entreprise qui est basée à Tokyo, par exemple, je vais utiliser ma carte de crédit, donc je vais transférer mes informations personnelles au marchand. Le marchand va vérifier avec ma banque que je suis bien solvable. La banque va dire oui, cette personne est bien solvable. Elle va promettre au marchand de lui donner les fonds. Et du coup, je vais pouvoir payer mon bien ou mon service. Donc, ce service bancaire, déjà, il a un coût. Donc, passer par un intermédiaire, c'est un coût important. La banque doit être garante. En plus de ça, je dois transférer toutes mes informations personnelles au marchand. Le marchand qui doit vérifier mon identité avec ma banque pour être sûr que je ne suis pas en train de frauder ou que l'argent n'existe pas. Et puis, en plus de ça, en transmettant ces informations personnelles au marchand, je ne sais pas s'il va les perdre, il va se les faire voler ou s'il va l'utiliser à d'autres fins. Si on compare avec le cash, c'est vraiment une cession de patrimoine, donc c'est vraiment quelque chose que je possède et que je cède à quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas besoin de garantie, on n'a pas besoin de tiers parce que j'ai cédé mon patrimoine. Sur Internet, aujourd'hui, jusqu'à avant la technologie Bitcoin, ce n'était pas possible. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envoyer quelque chose qui a de la valeur par Internet ? Si on prend un objet physique, si j'ai une pomme, si je prends cette pomme et que je la donne à quelqu'un, je ne possède plus cette pomme et la personne en face, elle devient, elle possède cet objet. Sur ce qui est digital, ce n'est pas possible parce que si j'ai on va dire une musique, un fichier audio, un fichier de musique et je dis je vous le cède contre un de vos services, la personne en face ne va pas accepter parce que le bien digital, il est duplicable à l'infini. Donc, il n'a pas vraiment de valeur. Si je envoie quelque chose par email et je dis c'est unique, la personne en face n'a pas la possibilité de savoir si je n'ai pas copié à l'infini ce bien virtuel. Donc, qu'est-ce que le Bitcoin ? Le Bitcoin, c'est avant tout un protocole. Tout comme Internet est un protocole, le Bitcoin, c'est un protocole non pas pour transmettre de l'information, comme l'est Internet, mais pour transférer quelque chose qui a une valeur de par son unicité ou sa rareté. Donc, le protocole répond à un problème simple, celui qu'on dit double spend. Donc, double spend, c'est-à-dire que je vais essayer, si j'ai 1 franc, c'est que je vais essayer d'envoyer à Pierre et à Jean ce même franc et le dupliquer et le dédoubler. Or, si j'ai seulement 1 franc dans mon porte-monnaie, je ne peux pas payer en même temps Pierre et en même temps Jean. Donc, la transaction doit être garantie par un tiers pour être sûr que j'ai bien plus ce franc que j'ai promis et que c'est bien la personne A qui l'a reçu et que je n'ai pas essayé de la dupliquer à une personne B. Donc, le Bitcoin, il est dit trustless, justement, parce qu'il permet de se passer d'un tiers dans la transaction. Donc ça, on va retourner à une transaction cash de personne à personne sans avoir besoin de passer par un garant externe. Et ça c'est l'innovation derrière le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le blockchain. Donc le blockchain, c'est l'outil technique qui est le moteur du Bitcoin. Simplement, la façon dont ça fonctionne, c'est que comme ça fonctionnait à l'époque de la préhistoire, comme on l'a vu, où tout le monde avait une sorte de livre des comptes à l'esprit, le Bitcoin fonctionne de la même façon. Simplement que le livre des comptes mondial sont stockés dans des machines. Donc les machines ont une mémoire, on va dire, presque infinie par rapport à nous. Et ces machines peuvent stocker ce livre des comptes
et faire le compte de toutes les transactions qui passent de manière instantanée. Ce livre des comptes, il est dupliqué sur chaque ordinateur du réseau. Donc chaque ordinateur du réseau possède une copie du livre des comptes. Donc tout comme à la préhistoire, au moment où je vais faire une transaction, je vais annoncer sur la place du village, j'avais un champ, j'en ai plus parce que je l'ai transmis à Pierre, le protocole blockchain, c'est la même chose. Donc ma machine, au moment où je vais faire une transaction, je vais dire à l'ensemble du réseau, je vais dire « S'il vous plaît, mettez à jour votre livre des comptes, je vais transférer un bitcoin, une unité de compte, entre ce compte-là et ce deuxième compte. » Les autres ordinateurs du protocole vont valider la transaction. Ils vont dire « Oui, c'est bon, j'accepte. Pierre avait assez sur son compte et je mets à jour ce livre des comptes pour enregistrer la transaction. » Si j'essaye de falsifier cette transaction, donc si j'essaie de falsifier mon livre des comptes, par consensus, le réseau va me refuser. Donc si j'essaye de changer, de dire non, en fait, je n'ai pas un bitcoin, mais j'en ai 1000, tous les autres ordinateurs connectés sur le réseau vont directement rejeter mon livre et m'éjecter du réseau. Ils vont me dire c'est frauduleux. Donc, la question qui se pose alors, c'est qui a inventé le Bitcoin et à qui ça profite? Donc, le Bitcoin, il a été inventé, et sa technologie, elle a été inventée par quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. C'est en fait un pseudonyme. On ne connaît pas le vrai auteur du Bitcoin. Donc, on ne sait pas qui a créé le protocole. Donc, c'est quelqu'un qui était calé en cryptographie, donc en algorithme, en mathématiques, et il a créé ce système. Alors, mais qui s'en met plein les poches, du coup? On va dire tout le monde et personne, parce que le Bitcoin est un bien commun. Son principe même de fonctionnement, donc comment sont créés les premiers Bitcoins, c'est ce qu'on appelle le proof of work. Donc, je dois prouver que j'ai travaillé pour recevoir des bitcoins. Ce processus de travail s'appelle en fait le minage. Donc, le minage, si je prends un parallèle avec la ruée vers l'or, il y a quelques années, au début de la ruée vers l'or, quand on a découvert l'Amérique, il suffisait de se baisser pour ramasser de l'or. Les gens ont commencé à comprendre ça, ils sont venus en masse. Il est devenu de plus en plus difficile et de plus en plus cher de forer pour trouver des nouvelles pépites d'or. Le Bitcoin fonctionne de la même façon. Donc on a une équation mathématique extrêmement complexe et on va demander à nos ordinateurs de travailler pour la résoudre. Donc cette équation mathématique, on en connaît le bout, on sait combien de solutions il y en a. Donc en tout, il y a 21 millions de bitcoins qu'on peut extraire. Donc c'est une équation mathématique, c'est un peu comme si on disait vous me trouvez toutes les solutions qui finissent par 0. Donc je passe un chiffre, je le passe dans mon calcul. Si la solution se termine par 0, c'est bon, vous avez trouvé un bitcoin. Après, on a une difficulté qui est exponentielle. Donc plus on va avancer dans le temps et plus la difficulté va augmenter. Donc plus il deviendra difficile de trouver des nouveaux bitcoins. Ce qui est extrêmement intéressant, donc on a parlé de proof of work, donc ces machines qui sont en train de travailler pour miner du nouveau Bitcoin sont en fait responsables de la sécurité du système. C'est elles qui vont aussi valider les transactions. Donc on a parlé
ce fameux livre des comptes. Donc en fait, quand elle trouve un nouveau Bitcoin, c'est comme, on appelle ça des blocs, des nouveaux blocs, c'est comme une nouvelle page du livre des comptes. Donc une fois qu'un nouveau bloc a été trouvé, le mineur va dire au réseau, on a une nouvelle page, mettez à jour vos livres des comptes, toutes les transactions passées sont confirmées, et puis voici le statut actuel du livre des comptes. Alors, est-ce qu'on peut changer d'écran en régie? Parfait. Donc, je vais vous faire une petite démonstration d'une transaction Bitcoin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre des comptes, ce qu'on appelle le blockchain, il est complètement ouvert. Donc, il suffit d'aller sur un explorateur de blockchain, donc par exemple ce site-là qui s'appelle blockchain.info. C'est un site web qui affiche le livre des comptes. Ici, on voit toutes les transactions qui passent. Donc ça, c'est en temps réel. Ici, on les voit en dollars, donc elles sont affichées en contre-valeur de dollars. On voit, il y en a 135, 300, 60, etc. Tout ça, c'est les transactions. Le Bitcoin est pseudonyme, donc il n'est pas anonyme, mais il est pseudonyme. C'est-à-dire que on voit les transactions, donc on sait exactement tout ce qui passe. Par contre, on ne sait pas forcément à qui appartient cette adresse et ces bitcoins. Donc c'est ce qu'on appelle pseudonyme, parce que dès le moment qu'on arrive à retracer cette adresse appartient à un tel, on peut remonter tout le livre des comptes et voir toutes les transactions précédentes. Si je regarde ici ma propre adresse, voilà. Ici, je vois que sur mon adresse, je possède 3,81 $. Si je clique ici, je peux voir le chiffre en Bitcoin. Donc, je possède 0,016 Bitcoin sur cette adresse. Quelqu'un a envoyé son adresse ici. Donc, sur le mur, j'ai trouvé une adresse et je vais vous faire une petite démonstration de paiement. Donc, je vais mettre sur ce fameux livre des comptes, je vais passer l'adresse qu'il m'a donnée. Je vais regarder déjà ce qu'elle contient. Alors, donc, ça contient 0 Bitcoin, donc il l'a probablement nouvellement créé, comme je l'avais conseillé. Je vais prendre mon téléphone sur lequel il y a un porte-monnaie Bitcoin. Donc, je vais l'ouvrir et je vais directement faire un paiement. Donc, c'est ce fameux porte-monnaie sur lequel j'avais 3 $ et quelques. Si je regarde directement sur mon téléphone, j'ai la valeur en francs suisses. J'ai 3 francs 67. Et je vais dire, j'aimerais lui envoyer 1 franc. Donc, je note 1 franc ici sur mon téléphone. Et l'adresse, il va me demander, je vais la scanner. Voilà. Donc, sous forme de QR code pour ne pas avoir à la retaper. Voilà. Donc, j'ai juste passé mon QR code. J'ai tapé le montant. Voilà, je le fais maintenant. 1 franc. Et je clique Send. On me demande de confirmer. Je confirme. Et on voit la transaction qui est passée là, dans le livre des comptes. Elle est arrivée 0,0045. Si je regarde ici, ce qui fait 1,04 $. Instantané, pas de tiers. Mes bitcoins qui étaient là-dedans sont directement à la personne qui m'avait donné son adresse. On peut très bien imaginer que quelqu'un qui voit cette présentation sur Internet dit « j'aime bien », par exemple. J'envoie 1 franc en direct, j'envoie 1 franc, j'envoie 2 francs, j'envoie 3 francs à moi en tant que conférencier ou à n'importe qui. Je vous montre un autre exemple assez
assez intéressant, c'est celui-là. C'est pas pour faire de la... connection failed. C'est pas pour faire de la promotion des jeux d'argent, mais c'est assez visuel. Est-ce que ça fonctionne? Pas sûr, non, bah, je vais peut-être pas vous montrer cette démo. Ok. Non, ça fonctionne pas, donc je vais vous expliquer simplement le principe. Donc ça, c'est un jeu d'argent qui est assez visuel, où les gens vont lâcher leur Bitcoin ici, et puis ils vont gagner un multiplicateur de ce qu'ils ont mis. Donc si par exemple j'envoie 1 franc, ah voilà, ça marche. Si j'envoie 1 franc à ça, le casino, le jeu va me faire jouer la chance, et en fonction de ce que j'ai envoyé, va m'envoyer un multiplicateur. Donc, je vais vous le faire ici rapidement parce que ça marche. Je vais jouer le vert. Donc là, il me donne une adresse de paiement. Oups, elle a disparu. Ok. Alors, le vert, je vais la prendre en photo directement ici. Alors, il faut que je sois assez rapide. Voilà. Je vais jouer 1 franc sur le vert. J'envoie. Ok. Je vois le paiement qui est passé là. C'est mon deuxième paiement qui s'est affiché sur le blockchain. Ma pièce verte est en train de tomber. Et en fonction de sa destination, voilà, x1. Donc, ni gain ni perte. Normalement, si tout va bien, le site devrait me renvoyer mon gain assez rapidement. Ils mettent un peu de temps, mais ça devrait arriver. Donc voilà, transaction sans tiers instantanée. Donc ce n'est pas les seules choses qui sont possibles avec le Bitcoin. Donc la technologie blockchain, ici, elle nous permet d'envoyer des jetons de valeur, des bitcoins, mais il y a tout un système derrière de consensus qui peut être utile pour beaucoup de choses, comme on va le voir très, très rapidement par la suite. Est-ce qu'on peut changer le... Voilà. Donc, dernière chose, le Bitcoin, que son créateur soit anonyme, ce n'est pas important parce qu'il est open source. Donc, ce qui est open source est ouvert. N'importe qui peut aller lire, voir le code, voir comment ça a été fait. N'importe qui peut le modifier. Simplement, s'il le modifie, il faut qu'il y ait consensus. Donc, si moi, je propose une modification parce que je trouve pas intéressant, donc si par exemple, ma modification, c'est de me donner plus d'argent, les autres ordinateurs du réseau vont refuser et ne vont pas utiliser le code que moi j'ai soumis. Voilà. Étienne, est-ce que tu veux nous parler des possibilités? Ouais. Merci Shaban. Donc, fondamentalement différent. Hein. Vous avez vu le système de paiement, transfert instantané, livre de compte disponible au monde entier, blockchain.info, vous avez la visibilité instantanée du livre de compte. C'est comme si une banque ouvrait ses portes, à vous, à nous, à tous, et que vous pouviez sans problème visiter son livre de compte. On n'en est pas encore là chez eux. Chez nous, ça existe. Dans notre monde à nous, ça existe. L'intérêt, ce n'est pas tellement celui-là. Ce n'est pas la monnaie en elle-même, comme je le disais en introduction. C'est le blockchain. Vous comprenez ce mécanisme de décentralisation du livre de compte et du fait qu'une fois qu'un bloc a été miné par les algorithmes, décrypté via le proof of work et ensuite publié dans le blockchain, il est gravé dans le marbre, il est gravé dans le numérique, d'accord ? Et plus personne ne peut revenir dessus, d'accord ? Et en plus, c'est publié. Donc ce mécanisme-là du blockchain, comme on l'a décrit avec Shaban avant, va être utile pour d'autres phénomènes que la monnaie, la devise et le paiement. Par exemple, des contrats, les smart contracts. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui. Shaban va nous en toucher 2 mots, mais typiquement, on peut prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a des tâches administratives qui sont
complexe. Prenons par exemple, complexe, longue. Prenons par exemple, et cher. Donc, prenons par exemple la vente, l'achat d'un bien, un bien immobilier par exemple. Donc aujourd'hui, d'un point de vue administratif, ça impose plein de choses. Donc, quand on veut vendre un bien, quand on veut acheter un bien. Donc tous ces problématiques administratives-là peuvent être très bien d'un côté du vendeur, mis dans le blockchain, il met un template, il existe. On peut très bien avoir un notaire qui fabrique des templates ou programme des templates de blockchain qui permettent à des vendeurs de biens de venir populer, en fait, de mettre à jour ce template pour leur propre usage et de mettre ça dans le marbre, en numérique, sur le blockchain. De l'autre côté, on peut avoir la même chose pour un acheteur, d'accord, de ce bien, qui va remplir son template et qui va ensuite le publier via le blockchain. Lorsqu'il y a rencontre des deux et accord entre les deux, automatiquement, des mécanismes contractuels peuvent se mettre en route et automatiquement déclencher certaines transactions. Et le paiement peut s'effectuer en Bitcoin, par exemple. Voilà des exemples d'utilisation du blockchain, des mécanismes technologiques qui sont utilisés pour le Bitcoin. Donc, oubliez 2 minutes la monnaie en elle-même, réfléchissez aux mécanismes qui peuvent profondément changer certains modèles. Par exemple, le travail, par exemple, de l'avocat, par exemple, pourra être amené, en partie, non pas à disparaître, faux, erreur, mais au contraire à évoluer, on en aura encore plus besoin d'ailleurs, mais à évoluer vers quoi? Vers la programmation de templates, donc de formats préconstruits, d'accord, pour des smart contracts validés sur le blockchain. D'accord. Donc ça sera une forme possible d'utilisation du blockchain. À ce sujet, Shaban, il n'y a pas un exemple dont tu voudrais parler précisément? Oui, alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle StoreJ qui propose du stockage en cloud décentralisé. Donc, en fait, elle émet une monnaie. Cette monnaie est mise à disposition pour les gens qui partagent leur disque dur. Donc, j'ai un disque dur, je partage un peu de mon disque dur et je reçois de cette monnaie. Si j'ai besoin de place mémoire, de disque dur, je vais utiliser cette monnaie pour payer cette place. On peut avoir comme ça sur un contrat, donc on a un contrat d'utilisation qui est programmé, on peut dicter à son application qu'elle va utiliser de la place mémoire, donc elle va prendre de la place mémoire jusqu'à une certaine consommation, et elle va pouvoir aussi, quand elle a moins besoin de mémoire, vendre l'espace qui est inoccupé. Une chose importante, c'est pour le transfert de fonds. Un exemple d'utilisation. Transfert de fonds. Moi, j'aime bien ce slide. Il me parle beaucoup. J'espère qu'il vous parle aussi. On connaît Western Union. Hein. Ça fait 150 ans qu'ils vivent avec ça. Donc, $5 pour $50 transférés. Je prends un forfait de jusqu'à $5, jusqu'à $50 transférés. Extrêmement onéreux. Extrêmement onéreux. Bitcoin, le montant illimité, coût de la transaction 0,01 $. D'accord. Donc quasiment coût zéro, montant illimité dans le transfert, instantanéité du transfert. Choisissez, vous avez le choix. Donc ici, je prends un exemple. En France, par exemple, il y a beaucoup de gens issus d'origine africaine qui utilisent Western Union, 4,90 € pour transférer 100 € au pays, à la famille. Avec le Bitcoin, on s'affranchit de tout ça. Il n'y a plus de frais. D'accord. Donc, c'est quand même important dans un monde où il faut quand même se rendre compte d'une chose. Ça viendra en conclusion, d'ailleurs, je reviendrai dessus, mais il y a 5 milliards de personnes. 5 milliards. On est 7 milliards, 7 milliards et demi. Il y a 5 milliards de personnes qui sont non bancarisées. Sans doute pour ces raisons-là. On va voir après. Donc sans doute là, il y a quelque chose à faire. Une autre forme d'application qui va parler à beaucoup d'entre vous, je pense ici, c'est Internet of Things. Okay, les objets, l'Internet des objets. Donc là, on est dans Internet of Everything, comme je disais. Donc l'Internet of Things, il y a machine to machine, le dialogue entre les machines. Le machine to machine. Et on peut même imaginer que non seulement il y a un dialogue entre machines, mais il y a du paiement.
du micro-paiement réalisé entre machines. Ce qui aujourd'hui, ce qui jusque-là n'était pas possible. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les montants de transactions sont validés par un tiers, lequel tiers prend un pourcentage de la transaction. Donc il faut, pour que ce soit intéressant, que la transaction financière, le paiement soit assez conséquent. Or là, avec les mécanismes du blockchain, donc avec les monnaies virtuelles, on peut descendre jusqu'à 8 chiffres après la virgule. 0,00001 centime, donc 0,0001 en termes de transaction, ce qui fait qu'on peut faire des tout petits montants transactionnels entre machines. D'accord ? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des dizaines de milliards d'objets connectés qui arrivent dans les 5 ans qui viennent. Il y en a déjà beaucoup et il y en aura encore plus. Et on ne les voit pas forcément. On les voit pas forcément. Ils sont partout. Et pourquoi ne pas envisager finalement que non seulement ils se parlent entre eux, puisque le langage machine to machine peut faire du sens, mais qu'en plus, comme vient de l'expliquer Shaban avant, que par exemple, il y a la possibilité que ces machines se transfèrent de l'argent parmi. Pour des montants aussi petits que ça, il n'y a pas besoin d'intervention humaine. On peut très bien, en effet, avoir suffisamment d'intelligence dans les smart contracts pour transférer. Voilà, j'ai besoin de tant d'espace disque, je loue tel espace disque, donc je transfère à l'espace disque tel montant pour louer l'espace pendant 1 heure. Après, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, sans intervention humaine, on peut automatiser tout ça. Les mécanismes du blockchain permettent cette automatisation de langage de machine to machine et de paiement de machine to machine également. Ce qui n'était pas possible jusque-là. Le crowdfunding. Donc, le crowdfunding, vous savez tout ce que c'est que le crowdfunding. On ne va pas vous faire un cours sur le crowdfunding ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le Bitcoin comme concept. Enfin, en tout cas, les crypto-monnaies. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, la collecte se fait en Bitcoin. Ce qui permet aux donateurs de prendre des parts. Donc là, ce ne sont pas des parts de la société, ce sont les parts d'un produit, par exemple. Et au lieu d'avoir des actions, on a des parts d'un produit sous forme de monnaie virtuelle privée créée par et pour l'entreprise qui vient lever les fonds. On a ici l'exemple vivant d'un monsieur qui s'appelle Shaban Chameh, qui pour Everdreamsoft est en ce moment, entre le 3 août et le 3 septembre, en train de faire une levée de fonds en Bitcoin. Donc je vais le laisser parler sur le sujet. Alors, c'est intéressant parce que je suis venu il y a 2 ou 3 ans à parler du crowdfunding ici. J'avais lancé il y a 2 ou 3 ans un crowdfunding sur Kickstarter qui n'avait pas passé. Et là, j'ai donc travaillé cette année dernière sur un nouveau type de crowdfunding, un crowdfunding en crypto-monnaie. Donc, un crowdfunding en étant payé en Bitcoin, mais en n'importe quel autre type de monnaie digitale. Donc, on en a parlé un peu d'espace disque. Donc, des gens ont donné un peu d'espace disque. D'autres ont donné de la pub sur des sites web. Et on a levé l'équivalent de 922 bitcoins à l'heure actuelle, ce qui fait 201 000 dollars. En un mois pour un jeu qu'on va développer. Donc en fait, ce qu'on a dit aux gens, on leur a dit, on vous donne une fraction de la monnaie du jeu. Donc cette monnaie du jeu servira en interne dans le jeu à acheter tout ce qui concerne ce produit. Du coup, les gens qui possèdent de cette monnaie, étant donné qu'elle est limitée, possèdent comme une fraction de ce que va devenir le produit final. Donc au lieu de recevoir un t-shirt, une casquette ou un pré-accès, ils participent vraiment au jeu. Et cette monnaie peut potentiellement prendre de la valeur si le jeu devient populaire. Donc les parties prenantes du crowdfunding sont eux-mêmes les marketeurs, les avocats du produit parce qu'ils sont parties prenantes. Donc ça devient un produit qui est financé par le marché, pour le marché. Donc ça, cette profonde modification du crowdfunding, je pense que c'est ce qui nous a permis de faire un score aussi intéressant, qui est très rare en Suisse d'avoir de lever plus de 200 000 en crowdfunding. C'est intéressant de noter ce que vient de dire Shaban, par le marché, pour le marché.
Il n'y a pas ici d'intermédiaire. Il y a des gens qui ont un intérêt commun. On est ici dans l'économie du sharing, dans l'économie participative, dans l'économie de la collaboration. Voyez, donc, les mécanismes qu'on est en train de vous décrire depuis tout à l'heure changent profondément l'approche économique classique. Voyez, par le marché, pour le marché. Crowdfunding en Bitcoin, en monnaie digitale. Il y a ici une source de réflexion. J'aimerais que vous puissiez, dans les jours qui viennent, réfléchir à tous ces phénomènes. En conclusion, parce qu'il faut qu'on conclue à un moment donné pour répondre à vos questions, puis ensuite pour aller boire un apéritif, c'est pas un épiphénomène, je pense. On est loin de l'épiphénomène. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, j'ai eu la chance de vivre l'émergence d'Internet. On me disait il y a 20 ans que c'était un épiphénomène, on voit ce que c'est devenu. Donc ne me dites pas que les transformations digitales aujourd'hui sont un épiphénomène, parce que dans moins de 5 ans, vous verrez que finalement, ce qu'on vous a dit ce soir, il y avait une grosse partie de vrai. Donc il y a des dizaines de monnaies. Donc c'est pas ce qui compte, c'est bien la preuve que ce qui compte, c'est pas le Bitcoin en lui-même, c'est tous les mécanismes et le blockchain qu'il y a derrière, qui permet de créer des dizaines de monnaies virtuelles, qui aujourd'hui peuvent être référencées. Il existe des sites, je vous incite à aller voir, qui sont référencés selon l'utilisation, selon l'usage de ces différentes monnaies. D'accord ? Donc il y a des monnaies infrastructures. Les monnaies infrastructures sont et seront des monnaies qui sont principalement à usage professionnel ou semi-professionnel, qui tendent à remplacer le système bancaire classique, en tout cas pour les systèmes de paiement et surtout pour les smart contracts. C'est tous les mécanismes de smart contracts qui seront utilisés via les monnaies infrastructures. D'accord ? Ensuite, il y a les monnaies dites sociales. Donc tout à l'heure, Shaban prenait l'exemple de quelqu'un qui vous donne un tip, en fait, comment on dit toujours, je me souviens jamais, le pourboire, un pourboire social en fait. Au lieu de faire un like ou je sais pas quoi sur Facebook, on peut imaginer faire la même chose avec 0,0001 X coin ou whatever coin you want. Donc sur la base en fait d'un type social, au lieu de faire un like, on donne un type social. Alors ces monnaies-là n'ont pas vocation à servir de monnaie de paiement, par exemple. Par contre, il y a des monnaies de shopping, il en existe beaucoup et il y en aura de plus en plus. Je pense même de plus en plus, c'est là que ça va fortement se développer, c'est sur les deux types. Donc les monnaies infrastructures pour les smart contracts et sur les monnaies shopping. Là, pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont y trouver un intérêt. Je pense que c'est les acteurs actuels en fait du shopping, quoi. Donc ceux les merchants, donc les marchands en fait, et puis les éditeurs de cartes de crédit et autres. Ils auront un intérêt, je pense, à disrupter leur propre modèle justement pour rentrer sur ce modèle-là, c'est-à-dire trouver des accords avec des merchants, avec des marchands en fait, des commerçants donc, pour que des usagers puissent, via une plateforme d'intermédiation, utiliser une monnaie spécialement dédiée au shopping. Si je peux ajouter quelque chose. Je sais pas si c'est moi. Ouais. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on achète un asset blockchain, c'est qu'on a la possession complète, le contrôle de cet objet, comme c'est le cas pour un objet physique. Quand vous achetez une musique sur iTunes, vous n'en êtes pas propriétaire. C'est Apple qui la possède et qui vous donne un droit de l'utiliser. Donc vous pouvez pas le transférer à quelqu'un. Je vous envoie cette chanson. Donc ce qui se passe lorsqu'on achète de ces monnaies, ça peut être une monnaie, mais ça peut être aussi un objet virtuel, il va s'inscrire dans ce que j'appelle le e-patrimoine. Donc le patrimoine électronique, de la même façon à ce quand j'achète un objet physique, il vient s'inscrire dans mon patrimoine. Et ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, on aura tous un patrimoine digital. Donc on aura tous une série de possessions digitales. Ça peut être un objet d'un jeu, ça peut être l'épée enflammée dans Spells of Genesis, qui est notre jeu, ça peut être une musique, ça peut être de l'espace disque. On peut imaginer une infinité de possessions digitales qu'on a. Et ça peut être un testament, par exemple. Voilà, un testament, ça peut être réglé par contrat. Donc on peut dire que au moment où je meurs, mes cartes de jeu vont à telle personne, mes bitcoins vont à telle autre. Ça peut être complètement réglé par la machine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive vers quelque chose qui va s'apparenter à du troc, du e-troc. Donc la monnaie a solutionné le problème du troc parce que
on ne trouvait pas forcément quelqu'un à un instant T qui avait besoin d'une autre chose que je voulais lui troquer. Avec les monnaies digitales et Internet, on peut instantanément aller chez son boulanger et lui dire je te troque une carte de jeu Spells of Genesis, qui est notre jeu, contre une baguette de pain. Ça peut même se faire sous le capot, parce qu'en fait, je vais transférer un peu de mon patrimoine, et lui, ça va convertir directement en quelque chose d'autre dont il aura besoin. Peut-être une part de sa facture d'électricité, ou de l'espace disque, ou des bitcoins s'il veut du cash. Un petit peu de réflexion philosophique au-delà des technologies, puisqu'il est toujours important de... On est quand même des êtres humains, heureusement. Donc, les modèles à base de données décentralisées, c'est tout ce qu'on vient de vous expliquer. C'est ça le blockchain, en fait. C'est donc le livre de compte qui est publié, vous l'avez bien compris, cette décentralisation des bases de données. Et donc, ça crée tout ça, de l'innovation, de la créativité, d'accord, qui sont donc distribuées et accessibles. D'accord, donc versus quoi? Versus le monde de la finance classique, qui est en fait, ne cherche pas l'innovation, cherche des autorisations d'opérer sur les marchés financiers. Vous voyez? Donc là, n'importe qui peut être un mineur. Parce qu'on a décrit tout à l'heure le phénomène du minage. Hein. C'est quoi? C'est du CPU, le minage. C'est de la puissance processeur, d'accord? Vous avez de la grosse puissance processeur, vous pouvez devenir un mineur. N'importe qui. Il n'y a pas d'autorisation sur les marchés financiers. Donc, on quitte un monde qui est finalement assez obscur. C'est le problème, je pense, de la finance. C'est qu'elle s'est obscurcie avec le temps. C'est pour ça que ça a l'air d'être si étranger finalement au commun des mortels. Et en plus, des services financiers simples comme l'ouverture d'un compte ou le transfert de fonds est devenu extrêmement onéreux pour 5 milliards de personnes qui sont complètement laissées sur le bas-côté. Vous voyez? Je trouve ça dommage. Donc, dans l'économie du sharing, je pense qu'on peut faire revenir beaucoup de monde et faire participer beaucoup plus que les 2,5 milliards que nous sommes qui sommes bancarisés aujourd'hui. Et c'est l'objectif de ce genre de technologie également, d'être au service de l'humain et de ceux qui n'ont pas toujours les moyens d'être bancarisés comme nous tous. Voilà, je vous remercie.